Jules Girardin, Petit conte alsacien. Deux voyages de Martin Scherzer. Histoire du XVe siècle. Les bourgeois de Strasbourg étaient en grand émoi. On se disait de porte à porte et de fenêtre à fenêtre que le riche Martin Scherzer partirait un de ces jours pour la Terre Sainte. Et d'abord, quelle affaire Martin Scherzer pouvait-il avoir en Terre Sainte? Peut-être les bourgeois, tout en grillant de le savoir, n'auraient-ils pas osé le lui demander. Mais les bourgeoises, qui dans ce temps-là à Strasbourg étaient fort curieuses, poussèrent leurs maris en avant et les rendirent moins timides. Le premier qui se risqua fut le savetier Schirmer. « Eh bien, maître Martin, dit-il en portant la main à son bonnet, le bruit court que vous partez pour la Terre Sainte. Je suppose que ce n'est pas pour le plaisir de voir le pays, car j'ai entendu dire qu'il était plus pelé que mon crâne et plus triste que la figure d'un avare. Sûrement vous n'iriez pas si loin pour chercher ce que vous pouvez trouver, sans vous déranger, dans toutes ces belles images si bien peintes qui sont chez vous. Hé hé, compère, reprit maître Martin, qui parlait volontiers par sentence. Il n'est rien de tel que de voir les choses de ses propres yeux. Et il passa outre, en saluant avec une courtoisie ironique. Le gros Schirmer devint tout rouge de dépit, d'abord parce qu'on se moquait de lui, ensuite parce qu'il ne savait que dire à sa curieuse petite femme, qui l'attendait avec impatience. Pour se donner le temps de réfléchir, il prit le chemin le plus long. Or il se trouva que le chemin le plus long passait justement devant un endroit où l'on vendait d'excellentes bières fraîches, fortes et mousseuses. Il noya son dépit dans les pots et y puisa en même temps une heureuse inspiration. Il dirait à sa femme que l'on parlait vaguement d'une nouvelle croisade et que Martin Scherzer en faisait partie. Il ne se rendait pas bien compte, surtout après boire, de ce que c'est qu'une croisade, et Martin Scherzer était si riche qu'il pouvait faire partie de n'importe quoi. Son compte une fois trouvé, il se hâta de rentrer à la maison et de le débiter à sa petite femme. La petite ménagère de Schirmer n'eut rien de plus pressé que de porter la nouvelle toute fraîche à la femme de Kipfel, le maître maçon. C'est pour cela que Kipfel, l'air un peu gauche avec son grand tablier plein de poussière, attendit dans une ruelle étroite le passage de maître Martin. « Bonjour à vous, maître Martin. Vous faites honneur à votre pays et à vos amis. On dit que vous allez reprendre aux mécréants le sépulcre de notre Seigneur. » Si on dit cela, on ne sait guère ce qu'il dit, mon compère, reprit en riant maître Martin. Moi, chétif et indigne, reprendre le sépulcre de notre Sauveur. Vous connaissez le proverbe, mesure tes entreprises sur tes forces. Et il passa. Kipfel baissa la tête et cacha ses deux mains sous son grand tablier. Cela voulait dire qu'il était embarrassé d'un doute et qu'il allait se mettre à réfléchir. Est-ce maître Martin qui se moque de moi, murmura-t-il, ou bien est-ce cet ivrogne de Schirmer qui nous en a conté? Et comme en tournant le coin de sa rue, il vit sa femme qui l'attendait sur le pas de sa porte, une fausse honte le prit, et plutôt que d'avouer sa déconvenue, il forgea tout de suite une petite histoire. « Ce n'est pas ce que l'on disait, cria-t-il de loin. Maître Martin s'est moqué de Schirmer, mais à moi il m'a dit en confidence qu'il allait fonder un comptoir dans ce pays-là. » Un petit juif qui passait en rasant les murs recueillit ce propos. À la tombée de la nuit, il se présenta humblement à la porte de maître Martin Scherzer. Comme la servante allait, d'un air méprisant, lui refermer la porte sur le nez, il lui mit dans la main une pièce d'or. Elle fut tellement surprise qu'elle le laissa passer. « Maître, dit-il en saluant jusqu'à terre, je sais que vous allez fonder un comptoir en Palestine, et je connais quelqu'un qui s'estimerait 100 fois heureux de s'associer avec vous. »« Vraiment, dit maître Martin, qui ne put s'empêcher de sourire. Isaac, mon bon ami, je suis maintenant assez riche pour ne plus fonder de comptoir. Garde ton argent pour une meilleure occasion, ou plutôt, fais comme moi, et commence à jouir de ce que tu as amassé. Il est, dit la sagesse, un temps de gagner l'argent et un temps de le dépenser. Ce temps est venu pour nous deux. Adieu. Non, pas par là. La porte à gauche. Oh oh, se dit le petit juif, quand il eut descendu, non sans trébucher plus d'une fois, l'escalier en colimaçon.
Dépenser ce pauvre argent qu'on a tant de peine à gagner. Refuser de gagner quand on a la force de le faire encore. Cet homme que je quitte a la tête perdue. Un remords peut-être. Devient-on si riche sans avoir volé? Ce qu'il appelle sa conscience le tracasse. Il veut garder l'argent et n'avoir point de remords. Voilà pourquoi il va si loin faire ce qu'ils appellent un pèlerinage. On ferait bien de n'avoir jamais de mauvaises pensées sur personne, si cachées qu'elles soient. Elles finissent toujours par s'échapper au dehors. Le petit juif était bien prudent, comme tous ceux de sa race. Il savait que, pour lui surtout, ce serait gros jeu que de s'attaquer à un homme comme maître Martin Scherzer. Il ne dit donc rien de ce qu'il pensait à qui que ce soit. Du moins, il a toujours cru qu'il n'avait rien dit, même à sa femme. Cela n'empêcha pas que d'un bout à l'autre de Strasbourg, on sut bientôt, à n'en pas douter, que maître Martin allait entreprendre un pèlerinage expiatoire. Un maigre procureur qui lui portait envie, parce que l'autre était plus gras et plus riche que lui, le rencontrant au coin d'une rue, lui dit avec un mauvais sourire. « Auriez-vous donc commis un gros péché qu'il vous faille aller si loin en pèlerinage pour l'expier ?»« Homme juste, » dit maître Martin, en le regardant bien en face. « Soyez indulgent pour les pauvres pécheurs. Je me garde de croire que je suis meilleur que les autres, mais je ne crois pas non plus que je sois pire, et j'en connais des plus coupables que moi. Croyez-vous qu'il faille avoir commis de grands crimes pour avoir le désir de sanctifier son âme, et de l'élever à la vue des lieux consacrés par la souffrance de notre Sauveur? Quoi qu'il en soit, croyez-moi, voisin, ne jugez pas, de peur d'être jugé. » Le procureur fit une laide grimace, comme quelqu'un que l'on force à mâcher du verjus, et il jugea prudent de continuer son chemin sans répliquer. Mais il pensait en sa vilaine âme comment il pourrait bien nuire à maître Martin sans se nuire à lui-même. Il fit répandre sous main, par des hommes à lui, le bruit que maître Martin refusait obstinément de dire pourquoi il quittait cette bonne ville de Strasbourg, et que cela n'était pas naturel. Les langues strasbourgeoises se remuèrent si bien que le bruit du départ de maître Martin se répandit jusque dans les villages voisins, avec toutes sortes de commentaires étranges. Un des cousins de Martin vivait de son bien dans les environs de Strasbourg. Un jour, la femme de ce cousin lui dit « Le colporteur raconte sur ton cousin telle et telle chose qui ne sont pas agréables à entendre. Si tu étais un homme, tu monterais sur ta mule et tu irais lui demander ce que cela veut dire. Voilà que les jours sont longs et les chemins ne sont pas trop mauvais. Tâche de revenir dans la journée et de ne pas me faire mourir d'impatience. Il nous faut absolument quelque chose à répondre à tous ceux qui nous feront des questions, si nous ne voulons pas être montrés du doigt d'ici à une semaine. » Le cousin, qui s'ennuyait un peu à la campagne, ne demandait pas mieux que de faire un tour à la ville. Et s'il eut l'air d'hésiter un instant, ce fut pour donner à entendre à sa femme qu'il la quittait à regret. Il enfourcha donc sa mule, et partit en sifflant un air de chasse. Tout le long du chemin, il se demandait comment il aborderait la question. Rien de plus simple en apparence que de dire « Eh bien, vous partez donc. Quel motif avez-vous de partir? Dites-moi cela entre nous. » Un point embarrassait le voyageur. Une année, la grêle et la gelée avaient saccagé son domaine. Il avait été obligé d'emprunter au cousin Scherzer un certain nombre de florins. On ne s'imagine pas combien le commencement d'un discours est difficile quand celui qui parle doit un certain nombre de florins à celui qui écoute. Le cousin le savait bien, lui, et tout en se balançant au pas de sa pacifique monture, il adoptait et rejetait presque aussitôt toutes sortes d'entrées en matière. Dès que Martin Scherzer l'aperçut, il le tira bien vite d'embarras. « Dieu vous bénisse, cousin. Vous ne pouviez venir plus à propos, car j'allais vous faire appeler. Je pars bientôt pour un voyage, pour un long voyage, et j'ai plus d'un service à vous demander. » Ici le cousin de campagne respira. Il sentait diminuer sur sa conscience le poids des florins. « Figurez-vous, reprit Martin, que je me propose d'aller en Terre Sainte. »« C'est loin, la Terre Sainte, » dit poliment le cousin. « Très loin. Le voyage même est dangereux. Aussi ce n'est pas sans de fortes raisons que je me suis décidé à partir. »« Nous y voilà, pensa le campagnard. J'ai mené cela, ce me semble,
assez adroitement, et ma femme sera fière de moi. Ces raisons, reprit-il tout haut, peut-on vous les demander? On le peut, rien de plus simple. Cependant, si simple que cela soit, vous êtes le premier qui vous soyez avisé de demander pour savoir. Tous les autres, je ne sais pourquoi, ont voulu se mêler de deviner, ce qui fait que je me suis contenté de leur montrer leur sottise. Ils venaient tous me dire « Eh bien, il paraît que c'est telle ou telle raison qui vous fait partir », au lieu de me demander « Voisin, peut-on savoir pourquoi vous nous quittez ?» Vous me le demandez franchement, vous, je vais vous le dire. Lorsque mon défunt père fut sur son lit de mort, et qu'il voulut se réconcilier avec Dieu, et fortifier son âme pour le grand voyage, il fut impossible de trouver tout de suite un confesseur. Dans mon angoisse, je promis à Dieu que si j'en trouvais un à temps pour sauver l'âme de mon père, je ferais placer depuis ma maison jusqu'au cimetière des groupes d'images taillées par un habile ouvrier et représentant les scènes de la Passion. Je jurais que de l'une à l'autre, la distance serait exactement la même qu'elle a été lorsque notre Sauveur a marché au supplice. Aujourd'hui, je me prépare à accomplir mon vœu. La première chose est de mesurer pas à pas les stations sur les lieux mêmes. C'est pour cela que je pars. Mais ne pourriez-vous pas faire ce travail par un autre? Par qui d'abord? Et puis en bonne conscience, dans une affaire aussi grave, je ne puis me reposer sur personne. Vous connaissez le proverbe. Quand vous voudrez qu'une chose soit faite et bien faite, il faut la faire vous-même. Voilà donc Martin Scherzer parti pour la Terre Sainte. Plusieurs années se passent sans qu'on ait de ses nouvelles. Lorsqu'un beau jour ses voisins le voient arriver. Aussitôt sa maison fut assaillie de curieux. Comment étaient faits les méchants hommes de là-bas? Était-ce vrai qu'ils ne buvaient ni vin ni bière? Alors que buvaient-ils? Pourquoi mangeaient-ils les petits enfants? Était-ce beau, le Saint-Sépulcre? Avait-il apporté des palmes, de l'eau, du Jourdain? Maître Martin répondit de son mieux et finit par obtenir qu'on le laissât seul avec le cousin, qui l'avait fait prévenir. C'est pénible et dangereux, n'est-ce pas, d'aller en Terre Sainte, dit le cousin pour commencer l'entretien. Si pénible et si dangereux que pour rien au monde, entendez-moi bien, je ne voudrais refaire le voyage. Voyez comme mes cheveux sont blancs et mon visage sillonné de rides. Tout en causant, ils se mirent ensemble à défaire bien des ballots, et le cousin, pendant tout le temps, ouvrait de grands yeux et de grandes oreilles. Cependant, à mesure que l'on ouvrait les ballots, maître Martin prenait un air de plus en plus inquiet. Quand on en fut au dernier, il hésita à l'ouvrir. Quand il l'eut ouvert, il pâlit. De désespoir, il laissa retomber ses bras le long de son corps, et 2 grosses larmes roulèrent le long de ses joues flétries. « Il faut que je reparte, » dit-il avec accablement. « J'ai perdu mes mesures. » Puis, s'efforçant de sourire. « Oui, il faut que je retourne en Palestine. Celui qui n'a pas de tête doit avoir des jambes. » À Strasbourg, il y en eut qui se moquèrent de lui. D'autres le plaignirent et admirèrent sa foi et sa persévérance. Il lui survint obstacle sur obstacle, mais rien ne pouvait le décourager. Il perdit dans un incendie une grande partie de son bien. « Je sais, dit-il, comment on gagne de l'argent, et j'en gagnerai, car il faut que j'en ai beaucoup pour retourner là-bas et pour payer le tailleur d'images. » Il fut atteint d'une maladie tellement grave que les médecins le tenaient pour mort. « Je guérirai avec l'aide de Dieu, dit-il tranquillement, car il faut que je vive pour accomplir mon vœu. » Et il guérit. À chaque empêchement nouveau, il se résignait, sans se laisser abattre, et répétait sans cesse aux voisins que sa constance émerveillait. Chaque chose a son temps, tout vient à point à qui sait attendre. Au bout de 11 ans seulement, il put repartir pour la Palestine. Tout le monde disait « Il est sûr qu'il y laissera les os. » Il revint cependant, rapportant cette fois les justes mesures. Maître Adam Kraft, le tailleur d'images, gagné par la confiance inébranlable de Scherzer, s'était mis à l'œuvre dès longtemps. Alors, entre la maison de maître Martin et le cimetière, on vit s'élever les différents groupes de la Passion. L'œuvre de Kraft a disparu. On dit que c'était une belle œuvre. Je préfère cependant le souvenir de Scherzer, de sa piété,
de sa force de volonté et de sa persévérance.